Bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment l'IA permet aux équipes commerciales et marketing de travailler ensemble pour augmenter leur performance, leurs revenus et peut-être enfin de s'aligner naturellement. Parce que c'est un sujet qui revient sans arrêt. Tout le monde répète que les deux équipes doivent absolument travailler main dans la main et pourtant sur le terrain, c'est presque toujours le même constat. Le marketing produit du contenu que les commerciaux n'utilisent pas et les commerciaux reprochent au marketing de ne pas leur donner ce dont ils ont besoin et chacun se renvoie la responsabilité des résultats. Le plus troublant, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'outils et que ce désalignement n'a jamais vraiment été résolu. Alors, j'ai eu envie de creuser et me poser la question, est-ce que l'IA peut enfin faire bouger les choses et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça marche? Pour en parler, j'ai invité Anna Logacheva, qui accompagne de nombreuses entreprises sur leur marketing et surtout qui a réussi à aligner certaines équipes marketing et sales grâce à l'IA. Dans cet épisode, on aborde plusieurs choses. D'abord, pourquoi les deux équipes ne se parlent pas toujours et qu'est-ce qui bloque réellement? Ensuite, comment exploiter les connaissances et les conversations enregistrées des commerciaux à chaque étape du cycle de vente pour alimenter le marketing? Et enfin, comment faire vivre tout ce contenu pour aider les commerciaux à mieux vendre, à segmenter les comptes, à nourrir les bons prospects et par quoi commencer quand on veut s'y mettre? Je vous laisse écouter ça. Bonne écoute! Hello Anna, comment tu vas? Très bien, et toi? Écoute, super. Du coup, je t'ai invité pour qu'on puisse parler d'IA, mais principalement de liens, d'alignement entre marketing et sales. Moi, je suis du côté du sales, toi, tu es plutôt du côté marketing. Et donc, l'objectif, c'est de voir en fait comment on peut réussir à faire en sorte que ces deux équipes travaillent mieux, évidemment, dans le cadre de générer plus de revenus. Et donc, ma première question, elle va être simple, c'est quoi ton constat, toi, aujourd'hui, avec ta casquette plutôt marketing, du lien entre équipe marketing et équipe sales, malgré le fait que tout le monde dise que faut que les deux équipes bossent ensemble? Est-ce que pour toi, elles arrivent à le faire ou est-ce qu'il y a toujours des difficultés? Question simple et plutôt assez complexe en soi. Non, je pense qu'il y a quand même, de ce que je vois. Donc, avec Spicy Lemon, on accompagne beaucoup d'entreprises sur la partie marketing. Donc, j'ai été confrontée à de nombreuses équipes et je vois comment plusieurs équipes fonctionnent dans différents milieux. Et j'ai quasi jamais vu d'entreprise où les équipes sales étaient parfaitement coordonnées avec les équipes marketing. C'est peut-être un mythe qui arrive quelque part, mais en tout cas, je ne suis jamais tombée dessus. Ce que je vois très souvent, c'est qu'il y a une énorme déconnexion, les équipes ne se parlent pas. La partie, côté marketing, on produit beaucoup de contenu, on fait des cas clients. Nous, pendant très longtemps, on faisait beaucoup de cas clients pour les entreprises, mais du coup, toujours côté marketing. Mais ils savaient pas quel cas client mettre en avant. Même, ils savaient même pas directement les contacts des clients ou des prospects à contacter pour mettre en avant les cas clients. Ils savaient pas du tout s'il y avait des clients qui avaient churné, pourquoi c'était intéressant de les mettre en avant ou pas. Ils savaient pas forcément aussi comment, à partir de quel point adapter la landing page, faire du SEO, pas mal de choses. En fait, il y a beaucoup d'informations qui se perdent entre les deux équipes, alors que si elles communiquaient, ça pourrait complètement nourrir la partie market. Et l'autre souci que je vois aussi en face, c'est souvent aussi les sales qui en veulent aux équipes marketing, en disant que les équipes marketing ne produisent pas assez de contenu pour eux, ou alors que le contenu produit par le marketing n'est pas adapté, ou alors qu'ils n'arrivent pas à retrouver le contenu produit par l'équipe marketing au moment où ils en ont besoin. Et du coup, ou parfois aussi les équipes sales qui disent qu'en fait, les équipes marketing leur ramènent des prospects qui sont pas qualifiés et qui sont finalement pas assez intéressants pour eux, voire l'inverse. Et en fait, c'est souvent ce type de désalignement assez profond que je constate dans les équipes et sur lesquels je pense qu'il y a pas mal de solutions à trouver avec l'IA. Ok, super. Donc avant de rentrer un peu dans le détail sur l'IA, bon, je te confirme, moi, je fais plus de 10 ans que je suis sales. Je pense que c'est pas toutes les équipes de marketing, mais je pense qu'il y a une partie d'équipes de marketing où en tout cas le socle n'est pas présent pour pouvoir faire de l'activation. Parfois, de l'autre côté, tu parles de cas clients, de beaucoup de contenus qui sont créés du côté marketing, des sales qui se plaignent que ce contenu n'existe pas, donc il y a un pont à trouver. Parfois, c'est parce qu'il n'est pas forcément aligné avec leurs besoins à eux. En fait, en gros, l'idée de cet épisode-là, c'est pas de savoir qui a raison, mais c'est essayer de voir, à ton avis, quand tu regardes ces problématiques, pour moi, ça fait très longtemps, à chaque fois, j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais été résolues. Pourtant, on n'a jamais eu autant d'outils. Donc là, on parle évidemment de l'IA, mais avant ça, c'est quoi, en fait, ta grille de lecture? Pourquoi ça ne marche pas? Je pense pour pas mal de raisons. Premièrement, je pense parce que tout simplement les deux équipes sont sous l'eau. Et du coup, quand Ok. t'es sous l'eau, tu te contentes de travailler sur tes tâches à toi, où tu t'en sers déjà pas et tu vas pas réussir à aller en plus communiquer avec les autres. Ça, c'est un premier pain point qu'on voit très souvent. On arrive en mission et on dit, mais en fait, ce serait
vraiment chouette qu'on fasse aussi des points avec des sales mensuels où il y aurait les équipes marketing et sales qui se réuniraient pendant 1 heure pour parler des stratégies de chacun. Mais déjà, caler ce point-là est un enjeu énorme, presque impossible de coordonner les agendas dessus. Donc, c'est pas tant une mauvaise volonté que juste tout simplement les équipes sont débordées. Et c'est quelque chose que j'observe tout le temps. L'autre point, c'est aussi en fait les outils que souvent les entreprises utilisent aujourd'hui ne sont pas adaptés. Je donne un exemple, je travaille avec une scale-up. Par exemple, pareil, il y avait cette problématique des équipes sales qui ne retrouvaient pas le contenu des marketing. Mais du coup, les équipes marketing mettaient leur contenu sur Slack en permanence. Donc dès qu'ils créaient un contenu, ils faisaient l'effort conscient d'aller sur Slack, de résumer le contenu, de mettre le nom, de mettre le lien vers leur Excel. Mais aucun sales n'allait lire ces flux Slack, forcément, une fois de plus par peur, manque de temps, et aussi parce que c'est pas forcément un contenu qui est adapté à l'instant T où ils sont en train de le voir. Et enfin, ce que je vois aussi de temps en temps, et ça, pour le coup, je suis pas certaine qu'on puisse résoudre cette problématique avec l'IA ou quoi que ce soit. Les deux équipes sont sous pression. Les deux équipes doivent avoir des résultats. Et souvent, les KPI sur lesquels ils sont jugés ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes, ouais. Et le problème, c'est qu'ils ont les deux équipes ont des pressions pour atteindre ces KPI-là. Et ensuite, chacun se tire la couverture sur pourquoi ils n'y arrivent pas à cause de l'autre. Ils sont pas alignés exactement sur le résultat. Et en fait, je trouve que ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que si les deux équipes travaillaient pour un résultat commun, forcément, ils seraient obligés de construire une stratégie ensemble. Mais j'ai quasi jamais observé des équipes sales marketing qui étaient alignées sur exactement les mêmes objectifs mensuels ou annuels. Ok, moi j'ai vu sur les mêmes objectifs mensuels et annuels, mais c'est la manière dont est construit la rémunération qui est pas la même. Et donc en fait, en réalité, tu peux avoir le même chiffre d'affaires à faire, le même revenu, mais si j'arrive pas à faire ma partie, je suis pas payé, et toi, si tu n'arrives pas à faire ta partie, t'es payé, ça crée ce désalignement. Donc, parfois, c'est pas forcément l'objectif, c'est aussi la manière dont est rémunérée une équipe par rapport à l'autre. Donc il y a plein d'équipes en fait qui ont essayé d'être innovantes. Dans des scale-up probablement que tu connais déjà bien, qui ont retiré le variable pour les sales pour résoudre la problématique, par exemple. Mais effectivement, il y a la question de l'objectif, mais aussi parfois la question de la rémunération. Du coup, sur ton constat, bon, c'est le même depuis 10 ans, en fait. Si j'avais fait l'épisode de podcast il y a 10 ans avec quelqu'un d'autre, je pense qu'on aurait exactement les mêmes choses. Donc l'idée, c'est peut-être d'essayer de trouver des solutions pour aider ces équipes, surtout que aujourd'hui, il y a une chose qu'on peut dire, et je le dis en tant que sales, c'est qu'un sales seul, aujourd'hui, dans le contexte actuel, ne peut pas réussir à atteindre ses targets, en tout cas pour les boîtes qui veulent faire de belles croissances. Donc, ce qui était le cas avant, c'est-à-dire qu'une équipe sales pouvait faire les objectifs sans trop une équipe marketing présente. Aujourd'hui, ça devient très compliqué, donc ces deux équipes doivent travailler ensemble. Justement, il y a un sujet tout à l'heure dont tu as parlé, la partie marketing produit, la partie quels sont les contenus en fait que le marketing peut partager. Et tout d'un coup, en fait, il se passe rien côté sales. Ça veut dire que à chaque fois, elle se plaint de ne pas avoir les éléments, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe exactement au-delà du fait d'avoir un Slack, etc. Est-ce que c'est un sujet sur la production ou est-ce que c'est plutôt un sujet d'activation? Et comment on pourrait résoudre cette problématique-là pour accompagner les sales jusqu'à l'usage en fait du contenu? Parce que l'objectif, c'est pas juste de lui donner du contenu, mais savoir en fait comment il peut s'en servir. Très vaste question, mais effectivement, pour moi, ça intervient sur les deux aspects, à la fois en amont et après. En amont, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que les équipes marketing ont besoin des connaissances des sales. Les sales sont au quotidien en contact avec les prospects, en contact avec les clients. Ils connaissent exactement les pain points, ils connaissent exactement les concurrents qui sont cités, ils connaissent exactement les mots employés par les prospects lors de ces entretiens sales. Et c'est tout un ensemble de connaissances qui sont essentielles aux équipes marketing pour produire du bon contenu. Et c'est là, je ne sais pas si on peut déjà commencer à entrer dans la solution, Oui, complètement. que je trouve que l'intelligence artificielle est extrêmement intéressante. Pour moi, l'IA ne remplacera jamais une réflexion humaine, et l'IA ne remplacera jamais une expertise humaine. En revanche, l'IA a deux points forts. Le premier, c'est l'analyse de données et la capacité d'analyser des très larges datasets et de personnaliser cette analyse de données. Et le deuxième, c'est justement la personnalisation. En fait, grâce à l'IA, on peut aussi très largement adapter le type de contenu à l'auditoire ou aux personas auxquels on s'adresse. Comment est-ce que ça s'applique à notre problématique? Premièrement, c'est qu'en fait, de plus en plus d'équipes sales vont utiliser des outils d'enregistrement d'appels. Donc, quasi tout ce savoir, toutes ces discussions avec les prospects et les clients sont retranscrits, enregistrés et gardés quelque part. De là découlent des heures de transcripts et forcément, à main nue, sans IA, personne n'aurait jamais réussi à lire tous ces transcripts-là et réussir à récupérer de l'information. En revanche, maintenant, on peut juste venir créer des agents avec l'intelligence artificielle pour venir exploiter et faire de la data analyse sur ces données des sales. Parce que c'est pour le coup une donnée
données en or pour les équipes marketing. Et du coup, ça ne demande pas forcément un effort supplémentaire pour les équipes sales. Donc, on répond à cette première problématique de personne n'attend, mais du coup, il n'y a pas forcément un besoin supplémentaire. Et en revanche, ça donne toutes les connaissances et ça répond à toutes les questions que les équipes marketing avaient depuis des années, parce que justement, ça leur permet d'accéder à cet or de connaissances qu'ont les sales. Pour ça, généralement, dans les équipes, on déploie toute une série d'agents. Il y a notamment, juste un exemple très concret, souvent côté marketing, on doit produire du contenu SEO. Et en contenu SEO, ce qu'on va chercher, c'est à chaque fois, on va essayer de trouver les mots-clés qui sont utilisés par les personas ou par les clients. Et on a envie d'essayer de trouver les mots-clés targetés les plus intéressants, où il n'y a pas encore trop de concurrence, qui correspondent exactement à ce que les concurrents ont tapé. Cette question se pose encore plus avec le GEO, on passe de juste simples mots à des phrases. Et en fait, si on crée un agent qui est connecté aux mots-clés qu'on a déjà abordés en interne, qui est connecté à notre blog, donc qui sait quel est le type de mots-clés qu'on va chercher, qui est aussi connecté à notre stratégie marketing pour savoir quel persona on va chercher. Et en fait, cet agent, on le déploie sur les appels des sales pour essayer d'identifier dans les transcripts de ces appels les mots-clés exacts utilisés par les prospects et les clients qu'on pourrait ensuite réutiliser dans la stratégie SEO. En fait, on a du coup une stratégie SEO qui est beaucoup plus basée sur de la data concrète et pas juste sur de la recherche sur SEMrush, Ahref ou un outil SEO où on part de nos connaissances du marché mais pas des cas réels des prospects. L'autre chose qui est aussi un peu en lien avec ça, c'est par exemple sur toutes les landing pages en tant qu'équipe marketing, on va souvent travailler sur la FAQ qu'on a en fin de page et on va essayer de créer toutes ces pages de réassurance. Ces pages de réassurance, aujourd'hui, ils sont souvent basées sur des bribes d'informations qu'on a eues côté sales ou des discussions dont on a entendu parler à un moment donné, mais rarement sur de la data réelle. Et là, pareil, on peut se dire, voilà toutes les pages qu'on a déjà créées, voilà notre FAQ, voilà tout ce qu'on a pu produire sur le produit, voilà ce que font nos concurrents aussi. Mais maintenant, on est capable de brancher ça non seulement sur la concurrence, mais aussi surtout sur nos appels et de voir en fait concrètement, c'est quoi les objections auxquelles les sales font face, quels sont les contenus qu'on peut produire pour répondre à ces objections aussi. Ou alors, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent? Et dans ce cas-là, go, on a intérêt à les mettre en FAQ. Mais on peut fixer des règles avec ces agents en se disant, voilà, s'il y a une telle objection qui revient plus de X fois dans les transcripts d'appel, cela vaut le coup pour le coup qu'on en fasse une page. Si ça revient encore plus de fois, cela vaut le coup qu'on le rajoute sur la landing page. Et en fait, après, on peut aussi analyser les différentes pages du site en fonction des transcripts pour voir s'ils répondent vraiment aux questions que les prospects se posent. Donc une fois de plus, au lieu de juste essayer de deviner ou d'aller regarder les concurrents, on regarde la data au sein de l'entreprise sur des vrais prospects et pas sur l'information qu'on va essayer de chercher partout ailleurs. Ok. Ouais, il y a plein d'autres cas d'usage un peu similaires, mais c'est ça qui est vraiment chouette, c'est d'essayer de trouver quelles sont nos problématiques marketing, où est-ce qu'on a besoin d'infos et comment cette info on peut venir la chercher dans les transcripts. Ok, là du coup, je vais me faire l'avocat du diable, parce que Ouais. en fait, là, si tu vois, je suis en mode, du côté sales, je sais pas, c'est pas trop difficile pour moi d'être de ce côté-là. Je vais être dans un truc de, ok, du coup, on est toujours dans une logique où ça va être l'équipe sales qui va vous apporter par rapport au rendez-vous du contenu, etc. La question que j'aimerais te poser, parce que aujourd'hui, c'est pour ça que je disais extrêmement important, je pense qu'un sales aujourd'hui, pour faire sa target tout seul, c'est extrêmement compliqué. Alors moi, on était dans un contexte où le sales était détenteur de l'information et donc, du coup, il avait juste à qualifier et informer et même s'il n'était pas très bon, ça passait. Aujourd'hui, on a des prospects qui arrivent déjà avec de l'information, notamment avec des informations que le marketing aurait mis en place, donc soit à travers des IA, avec le JO, etc. Donc, globalement, aujourd'hui, je crois qu'on est à 75% des prospects qui arrivent face à un commercial déjà, en fait, avec une idée précise de ce qu'il veut et de quels sont les acteurs qu'il va voir. Et donc, l'exercice du sales, il est moins dans le fait d'informer que la solution, elle va être pertinente. Probablement, il sait ce qu'on fait, probablement, il sait pourquoi on le fait et qui sont nos concurrents. Mais du coup, le sales qui va lui servir, ça va être quels sont les contenus qui peuvent l'aider lui ou les use cases qui vont pouvoir l'aider pour pouvoir convaincre en direct son prospect ou, si pas en direct, équiper son champion, tout simplement, pour qu'il puisse défendre en fait le bout de gras quand on n'est pas là, quoi. Est-ce que, typiquement, dans ce que tu as construit, ces agents IA, etc., la manière de construire des use cases pour les sales, parce que c'est quelque chose qui manque à toutes les équipes, tu parles à tous les commerciaux, ils te disent on n'a pas de use case, ou on a des use cases qui sont faits pour un site, mais pas vraiment pour pouvoir les aider sur un call. De quelle manière, en fait, tu peux justement les aider à utiliser le contenu dont tu parles dans leur process de sales? Donc on parle des cas clients aussi, notamment quand tu parles de Cas client, ça peut même être du contenu
Quand je parle du contenu, c'est vraiment avec un grand C. Je sais qu'il y a des boîtes qui vont créer des tools. Il y a des boîtes, voilà, ça peut être vraiment avec un grand C, quoi. Parce que moi, je trouve qu'un des contenus qui est assez fort côté marketing, ça reste toujours aussi les cas clients quand ils montrent vraiment des exemples très concrets de, typiquement, justement, le prospect arrive, il a déjà fait son benchmark, potentiellement à ce moment-là, il réfléchit entre ta solution et d'autres solutions et tu as besoin de lui montrer d'autres exemples de prospects qui ont été dans un cas de figure exactement similaire et qui ont fini par faire le choix de ta solution. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, grâce au transcript, on peut savoir, par exemple, si le prospect arrive en étant très préparé, avec quelles autres solutions il hésite, ou quelles ont été les recherches qu'il a pu faire auparavant. Ou par exemple, ce qui est aussi extrêmement intéressant, est-ce qu'il vient de churner dans notre outil pour venir chez nous. Ça, c'est un signal. En fait, ce que je trouvais avant était extrêmement difficile à avoir de la part des sales côté marketing, de récupérer l'ensemble des prospects ou nouveaux clients qui ont churné d'autres concurrents pour réussir à automatiquement essayer de les contacter le plus rapidement possible pour en faire des cas clients, pour faire des pages qui soient beaucoup plus précises que les fameuses alternatives A que tout le monde fait avec 5 autres solutions complètement, qui n'ont rien de personnalisé par rapport à la solution. Donc en fait, là où je trouve ça extrêmement intéressant premièrement, et j'espère que ça répond à ta question, je te laisse me dire si ça n'y répond pas, une problématique que je voyais très souvent côté marketing quand on produisait des cas clients très concrets pour les sales, c'est qu'en fait, côté marketing, on n'avait pas assez d'informations sur les prospects, on n'avait pas assez d'informations sur les clients. Et quand on venait voir les prospects ou les clients, très souvent, on avait 2-3 bullet points jetés parfois par l'équipe produit ou par d'autres teams, mais aucun autre contexte. On ne sait pas d'où ils sont venus, on ne sait pas pour quels besoins ils sont venus, on ne sait pas où ils en sont aussi dans leur parcours. Et en fait, grâce au transcript et grâce à tout l'historique qu'on peut récupérer dans l'entreprise, aujourd'hui, on est capable d'avoir ce contexte. Et parce qu'on va venir voir un prospect ou un client avec du contexte, que finalement, le cas client qu'on va construire derrière sera beaucoup plus précis. Et on peut faire des cas clients croisés, on peut faire pas mal d'autres choses autour de ça. L'autre chose, quand tu parlais tout à l'heure de simulateurs, d'idées de lead magnet, tous les types de contenus un peu plus sympas, là, pareil, pour moi, en fait, grâce à ces appels, tu peux justement essayer de voir c'est quoi les problématiques principales pour lesquelles les prospects viennent te voir, quelles sont les fonctionnalités pour lesquelles vraiment ils vont signer et venir dans ton outil, mais aussi quelles sont les fonctionnalités plus nice to have qui ressortent aussi pareil de ces transcripts sur lesquels cela vaudrait le coup aujourd'hui de faire un lead magnet sur le site pour venir les attirer, pour ensuite les pousser vers la solution finale. Donc une fois de plus, on part d'une data interne avec pas mal de contexte sur les attentes, avec exactement les bons mots-clés, où on sait quelles fonctionnalités vont chercher, pourquoi, avec quels besoins, à quel niveau de maturité, qui permet d'ailleurs de cibler beaucoup plus le contenu qu'on produit. Ça aussi, ça c'est intéressant parce que du coup, grâce à l'IA, aujourd'hui, on est capable de faire du contenu groupé. On peut faire du contenu pour tel type de persona qui viennent de tel type d'entreprise, à tel type de maturité, avec telle taille d'équipe, parce qu'on a été capable, grâce à tous les transcripts, de les réunir en fonction de leurs problématiques communes pour réussir à en faire un contenu. Et en fait, on peut même chez nous réutiliser un contenu existant où très souvent on va chez des clients, ils ont déjà parfois produit des milliards de cas clients et on est capable aujourd'hui de se dire, ok, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions et la raison pour laquelle ils signent pas, c'est parce qu'ils se rendent pas compte de toutes les fonctionnalités qu'on a en interne. Eh bien, pas grave, on va aller récupérer tous les cas clients qu'on a déjà. On va voir quels sont les clients qui sont en train de justement mettre en avant toutes ces fonctionnalités dont souvent ils n'ont pas conscience sur le site. Et on va faire un cas client commun, on va citer X clients, comment ils utilisent les différentes fonctionnalités du produit et comment est-ce que ça les sert au quotidien. Donc en fait, on va une fois de plus se baser beaucoup plus sur de la data très très concrète. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, ça répond en partie. Après, je Ouais. vais creuser un peu plus mais je pense que ça va être un autre sujet parce que là, c'est bien parce qu'on parle pas mal des possibilités que vont nous offrir l'IA et les outils qu'on peut avoir. Je vais quand même continuer là-dessus pour qu'on puisse, voir toutes les possibilités. Il y a un sujet qui me vient en tête, c'est que beaucoup de boîtes que j'accompagne, notamment sur la partie sales, au final, tu as raison sur ce sujet de la data, mais elles n'en ont pas forcément. Ou en tout cas, elle est mal structurée et donc difficile à ressortir. Donc, qu'est-ce que tu mets en place justement? Est-ce que juste ces transcripts des calls sont suffisants pour construire ce que tu dis? Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place dans un CRM ou d'autres éléments pour faire en sorte que cette data-là, elle raconte pas n'importe quoi? Parce qu'encore une fois, je pense que ces outils-là sont magiques sur un process qui fonctionne ou surtout bien qui fonctionne. Mais dès qu'en fait il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut créer justement l'inverse. Il y a deux choses qui sont assez importantes avec la data. La première, c'est effectivement la catégorisation de la data. Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu arrives à la connecter à tous tes flows IA. C'est un peu les deux gros aspects. T'as des conseils justement sur cette catégorisation de la data?
Alors là-dessus, c'est extrêmement important de se poser très tôt sur l'ensemble des métadonnées qu'on va utiliser. Très souvent dans les systèmes, on va pouvoir rentrer des métadonnées, on va pouvoir classifier les appels et on va pouvoir dire, ok, déjà, à quel moment du cycle de vente ce prospect se situe, quelle est aussi la taille de l'entreprise, enfin, essayer de renseigner un maximum d'informations. En fait, plus on a de métadonnées, mieux c'est. Il est arrivé avec des clients qu'on met en place parfois une cinquantaine de métadonnées qui se mettaient très souvent automatiquement à terme, mais qui permettaient ensuite de faire des recherches très pointues. Donc, si moi je fais partie de l'équipe marketing, j'ai besoin de trouver tous les prospects qui ont churn de cet outil, qui sont dans des équipes de 5 à 10 personnes sur le marché Europe, bah, je suis capable de demander ça et j'arrive à trouver exactement tous les transcripts qui concernent mon cas d'usage à moi. Donc plus on met ces catégories-là, plus c'est important. L'autre catégorie qui devient aussi de plus en plus importante, mais peut-être qui concerne un tout petit peu moins les appels sales, c'est aussi l'aspect qualité. Et peut-être qu'il peut parfois concerner aussi certains appels. Ou, en tout cas, nous, côté marketing, comme on peut produire de plus en plus de contenu, il arrive parfois qu'on produise des mauvais contenus avec de l'IA. Il faut réussir à bien flaguer quels sont les bons contenus et les contenus qui sont moins bons pour que les datasets ensuite ne s'entraînent pas sur les mauvais contenus. Donc pareil, s'il y a des appels finalement qui sont pas importants, qui ont été perdus, et en fait on voudrait pas forcément qu'ensuite les équipes marketing puissent y avoir accès, c'est bien aussi de pouvoir les catégoriser et dire bah ça c'est un appel extrêmement important, vraiment il faut absolument que les équipes marketing en aient conscience, ça c'est un appel qui n'a pas apporté grand chose donc ça sert pas forcément à ce que cet appel nourrisse la data complète. Donc ça c'est aussi important de catégoriser par qualité. Je rebondis là-dessus parce que c'est extrêmement important dans le sens où j'ai interviewé dernièrement une boîte qui a un recorder de call, sales, et justement parce que je disais parfois ce qui pouvait être insupportable quand on n'avait pas l'IA, c'était parfois de voir une équipe marketing prendre des calls, mais qui n'étaient pas les bons, tu vois, ceux où tu dis mais non mais surtout ne prends pas cela, tu vois. Donc du coup c'est extrêmement important cette catégorisation parce que en fonction de l'équipe, déjà tu peux avoir en fait des gens qui sont pas bons. Tu peux avoir des gens qui savent pas forcément bien adresser une cible et donc du coup c'est extrêmement important de se dire ok on a plein de matières mais comment on fait ce tri dans cette matière, donc je trouve ça très important de le dire et de se dire si on fait du contenu autant le faire sur des comptes où on sait que le sales qui est en face il a posé des super bonnes questions, il arrive à super bien qualifier le prospect pardon, et même le pitch il arrive à bien emmener, à bien challenger son interlocuteur et qu'on se retrouve pas notamment juste avec tu vois du contenu qui est basé sur des comptes qui en fait, ça c'est ton sujet, tu maîtrises beaucoup mieux que moi, marketing, mais qui auraient été prêts à acheter, qui font partie des 3, 4, 5%, et qui sont des gens qui connaissaient la solution, qui étaient prêts à acheter, qui avaient déjà fait tout le travail, et qui sont pas des personnes en fait qu'il faut convaincre. Là où le contenu, je pense intéressant pour le marketing, c'est justement de savoir comment je peux m'adresser à des boîtes qui se disent que ok j'ai un problème, mais ne souhaitent pas soit le traiter avec une solution, et du coup là le concurrent c'est le statu quo, ou soit cherche une autre solution, quoi. Ouais, Donc, très important la catégorisation. Voilà, je mets la nuance pour que les gens se disent, ok, c'est bien d'avoir des transcripts, mais choisissez les bons. Ok, et du coup, justement, un des trucs qui va par rapport à ça, tu as parlé de la partie, donc la donnée et le fait que c'est important de pouvoir avoir une donnée extrêmement propre, globalement pour avancer. Un autre sujet que j'aimerais savoir, c'est est-ce que dans la vraie vie, c'est que lorsque en fait, tu as ces éléments, ces agents IA qui te donnent des informations, est-ce qu'il y a en fait un travail, on rajoute un travail humain en fait, juste après ça, pour juste se mettre d'accord avec les sales, ou pour toi, en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où la data, ce qui va ressortir, est largement suffisant pour sortir des choses de qualité? Donc, dans tous les cas, côté marketing, il faudrait qu'on repasse sur les contenus et qu'on les réécrive pour qu'ils soient parfaits. Et comme on disait tout à l'heure aussi, même côté sales, il y a cet important effort de qualification des appels, des transcripts, ce qui est passé. Parce que pour le coup, un LLM ne saura jamais si c'est un bon transcript ou un mauvais transcript. C'est un modèle probabiliste qui en sait rien. Et du coup, c'est important par son expertise de dire effectivement, oui, ça a été un bon appel pour ces raisons-là, ça a été un mauvais appel pour ces raisons-là. Ça, c'est une nuance sur laquelle j'insiste pas mal. Parce que si derrière, à terme, vous commencez à avoir beaucoup d'appels, je connais des entreprises qui ont beaucoup de sales, beaucoup d'appels, beaucoup de transcripts, et vous avez au fur et à mesure envie d'entraîner vos modèles pour pouvoir savoir quels sont les bons appels, les transcripts vraiment à mettre en avant, ceux qui sont moins bons, en fait, de passer du temps à essayer de comprendre, comme tu disais tout à l'heure,
quels sont les critères qui font que c'est un bon appel et quels sont les critères qui font que c'est un mauvais appel, comment est-ce qu'on les rationalise et comment est-ce qu'au fur et à mesure aussi on crée des prompts de plus en plus précis pour catégoriser de soi-même. Et quand une catégorisation est mauvaise, est-ce qu'on est capable d'expliquer pourquoi elle est mauvaise, pourquoi ce call finalement est moins intéressant ou pourquoi ce call est plus intéressant que ce qu'on pensait. Donc cette partie-là, elle est aussi très importante et c'est là où je pense qu'il y a vraiment besoin d'un effort humain. En revanche, à partir des transcripts, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Les erreurs les plus communes sur les transcripts restent forcément sur les noms propres, sur le nom de personnes, le nom des entreprises. Là-dessus, effectivement, il faut toujours avoir des agents de garde qui vont venir vérifier ce type d'informations. Parfois aussi, vous le savez tous, les LLM hallucinent et vont parfois rajouter une information qui n'était pas là, ou un chiffre ou une data. Et c'est extrêmement important ensuite de rajouter des agents de correction ou relecture qui vérifient que toute donnée qui est transmise à l'équipe marketing provient strictement du transcript et ne provient d'aucune autre source externe. Ou s'il y a une donnée qui provient d'une source externe, quelle est cette source et pouvoir la justifier, pouvoir la vérifier. Mais il vaut mieux toujours vérifier que ça provient toujours du transcript. Et moi, je pars du principe qu'il vaut mieux toujours travailler à partir de transcript qu'à partir de résumé, parce que sinon on rentre dans un effet de téléphone arabe. Le résumé peut avoir des erreurs déjà à partir du transcript, donc il faut vérifier que le résumé est déjà bon par rapport au transcript. Et si après on se base sur le résumé, pour le coup, on augmente considérablement la possibilité de l'erreur. Donc aujourd'hui, à chaque fois que je travaille sur ce type de système, je travaille toujours à partir de transcript brut. Et pour le coup, si les transcripts sont bons, et souvent les outils aujourd'hui sont assez incroyables, s'il y a toutes les métadonnées dont on a parlé précédemment, et s'il y a eu cet effort de qualification en amont sur est-ce que c'est un bon ou un mauvais appel, est-ce qu'on va en nourrir le reste de contenu, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de plus d'efforts humains côté sales sur ça. Là où par contre c'est un peu plus intéressant, c'est derrière aussi de juste peut-être réussir à avoir ce point mensuel avec les sales pour finir par dire ok, on a du coup accès à cette data, voilà la manière dont on a voulu l'exploiter, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a d'autres manières de l'exploiter, est-ce que potentiellement il y a des catégorisations qui étaient mauvaises et on a pris certaines informations parce qu'elles nous ont semblé hyper importantes mais en fait elles ne sont pas pour vous, est-ce que les choix, parce qu'on peut produire plein de différents types de contenus, est-ce que le choix qu'on a fait sur le type de contenu qu'on a produit était vraiment ceux qui étaient pertinents pour vous, est-ce qu'on s'est situé au bon moment du cycle de vente, ça après c'est des discussions qui, on ne pourra jamais les avoir à partir au transcript, on les aura toujours à partir d'une stratégie commune et d'une mise en commun de nos objectifs mutuels. Ok, très bien. Alors du coup, tu as parlé de ce point mensuel. Pour moi, effectivement, toute cette partie technique, cette partie data, cette partie qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais moi, mon point de vue en tant que sales manager, ça peut être, ok, jusqu'où on accompagne, on tient la main d'un commercial pour savoir comment il se sert de tel ou tel contenu. J'insiste là-dessus parce que ça, il y a un truc où, de ce que je vois, même pour des boîtes très avancées et qui utilisent l'IA, c'est que ça ne résout pas le fait qu'il y a une perception du sales, de se dire, écoute, moi, je sais ce que j'ai à faire et je sais comment faire les choses. Et malgré, en fait, tout ce contenu-là, tu as parlé tout à l'heure du Slack, etc., c'est comment je m'en sers, en fait. Et à quel moment je m'en sers. Est-ce que ce travail-là, à ton avis, quand tu accompagnes des boîtes, par qui il doit être fait ? Est-ce qu'il doit être fait par le marketing? Est-ce qu'il doit être fait en relation entre la direction marketing et la direction sales? Jusqu'où on fait pour tenir la main au commercial pour dire voilà, dans quel contexte tu dois utiliser tel contenu à tel moment du cycle de vente? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu as déjà travaillé? Plusieurs choses là-dessus. Pour moi, là-dessus, une fois de plus, l'IA aide énormément. Et juste après, je reviens sur comment est-ce qu'elle peut... Et ce que j'ai pu observer aussi très souvent, c'est que c'est pas mal de commencer avec un ou deux sales très motivés pour reconstruire les flows avec eux. Et ensuite, quand eux voient qu'il y a eu un résultat, ensuite, on va l'étendre au reste de l'équipe. Et ça, c'est très important d'insister là-dessus parce que je pense que de travailler, en fait, de partager en fait justement avec ces deux sales très motivés, qu'est-ce que tu mets en place comme process avant de pouvoir le généraliser auprès de l'équipe? Et ça, je le vois beaucoup parce qu'en fait, je tombe parfois, quasi tout le temps, il va y avoir un ou deux sales champions qui sont hyper intéressés par ce qu'on fait côté marketing, qui seront hyper prêts à aider, à venir aussi parfois, même aux événements présentiels, et d'autres que ça intéresse absolument pas, et qui sont vraiment à fond sur leur data. Et c'est pas grave, et c'est tout à fait normal. Et je pense que le plus important, c'est tout simplement d'avoir au moins un ou deux sales motivés avec qui on peut construire ce flow. Ensuite, là où l'IA aide énormément, c'est que, comme on disait tout à l'heure, il faut que les transcripts soient bien qualifiés, mais pareil pour le contenu produit par les équipes marketing. Aujourd'hui, je pense qu'on doit vraiment sortir d'un système où on a juste un Slack, où on partage des infos, où il y a un Excel avec tous les contenus.
forcément aucun sales qui est sous l'eau ne va aller prendre le temps d'aller chercher le bon contenu et s'il le trouve pas au bout de 2 minutes, il aura la flemme et il va quitter cette... Enfin, peut-être que j'ai tort, Laetitia, je te laisse me corriger, mais Non, je non, pense non, que personne qui va aller en fait, je fouiller pense ce que. contenu, tu Non, vois. mais non, 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 t'as raison. En fait, le truc, c'est que je pense que le job qui avait été créé pour ça, c'était product marketing, je crois. Ouais. Marketing de produits, je crois, c'était ça. Moi, j'ai toujours trouvé ce job-là intéressant parce qu'il y avait. Enfin, intéressant. Juste parce qu'en fait, il y avait cette mécompréhension et ce que moi j'appelle l'activation, tu vois, du fait de se dire, bah ouais, souvent les contenus du marketing sont très bien, en tout cas dans les boîtes qui bossent sérieusement là-dessus et qui ont des vraies équipes marketing. Effectivement, c'est soit dans un document, mais en vrai, ça, faut pas non plus pousser. Tes sales, t'as envie d'aller chercher ta target, va chercher les contenus. Mais moi, en fait, c'est plutôt, en fait, comment utiliser ce contenu, tu vois. Typiquement, qui est sur lequel, en fait, je pense qu'il y a un manque, c'est, ok, bah, moi, aujourd'hui, je sais que l'objection que je vais avoir systématiquement, ça va être celle-ci. Ou bien je vais faire face à des prospects, typiquement en ce moment c'est la mode. Les prospects qu'on va avoir, des grands comptes par exemple, qui vont tous vouloir faire des choses maison, notamment maintenant qu'il y a l'IA. Non, non, mais on va construire nos propres éléments, etc. Donc quand tu arrives avec un SaaS qui va les aider pour telle ou telle problématique, c'est complexe. Et donc du coup là tu auras besoin en fait, et probablement peut-être que le marketing aura créé un contenu de pourquoi une solution comme la nôtre est la meilleure, tu vois. Mais ce qui va manquer c'est comment je m'en sers. Comment je la déploie plus que est-ce qu'elle existe. Je sais pas si Ouais, tu non, vois je suis la d'accord. nuance. Mais pour moi, en fait, sur cette question-là, répond justement l'IA, où en fait, Ok. si toi, côté marketing, tu as ce qui n'arrive pas partout, et c'est un gros combat aussi, tous tes contenus sont aussi centralisés dans une base de données lisible, avec aussi un maximum de métadonnées. De dire, ce contenu, par exemple, a été créé pour répondre à telle objection. Ce qu'on peut faire finalement quand on commence à comparer les transcripts de sales avec les contenus côté marketing, on commence à avoir une base de données qui, pareil, en fait, peut derrière être réutilisée par les sales. Donc, l'étape basique possible, c'est le sales. Il pourra tout simplement demander à un Claude, un copilote, un outil utilisé en interne, à partir de cette base de données, suggère-moi le meilleur contenu pour répondre à cette objection. Et il va D'accord. directement avoir ce contenu parce qu'elle a été bien catégorisée. Une fois de Hmm. plus, important qu'il y ait cette catégorisation-là. Un cran plus loin, c'est directement à partir du transcript de l'appel, pouvoir le mettre dans LLM et dire, bah, en fait, à partir de tout ce qu'on s'est dit, quels sont les contenus que je pourrais exploiter parmi ceux qui ont déjà été créés par le marketing pour pouvoir les pousser, pour convaincre le prospect. Troisième aussi option, c'est carrément aussi en faire même un entraînement sur les appels passés. Où est-ce que j'ai raté des opportunités où j'aurais pu partager tes contenus du côté marketing à des prospects et finalement j'ai perdu des deals à cause de ça. Et en fait, est-ce qu'il y aurait des contenus qui auraient pu sauver la mise dans ce type de conditions-là? Donc en fait, une Super. fois de plus, utiliser ce type de recherche à partir... en fait, ça va dans les deux sens. C'est une fois de plus, c'est un relationnel. C'est les marketeurs utilisent des transcripts de sales, les sales utilisent la bibliothèque de contenu de marketing. Donc en fait, ça veut dire que de la bibliothèque de marketing, alors c'est hyper stylé parce que ça fait écho à une discussion que j'ai eue avec un très bon sales d'une boîte, une scale-up qu'a priori tu connais bien, qui me disait de plus en plus, moi en tant que sales manager, je suis en train de me dire qu'il faut que mes sales playbooks, je les market afin qu'ils soient vraiment utilisés et que ce soit un plaisir en fait pour mes équipes de les utiliser. Et donc là, en fait, si je dois faire un petit peu le parallèle, c'est j'ai un outil qui est super simple en fait pour un sales de l'utiliser et pour trouver en fait les contenus qui lui va bien en fonction du cycle de vente. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu dis, c'est que tu parles en fait de, par exemple, poser la question de est-ce que ce contenu-là, il aurait pu être pas mal pour répondre à telle objection. Aujourd'hui, sur la partie sales, on sait qu'il y a un allongement des cycles de vente qui est assez, malheureusement assez terrible pour nous. Et donc, du coup, qui dit allongement du cycle de vente dit des décisions qui sont plus lentes, plus de réflexion et donc besoin de nourrir avec beaucoup plus de contenu. Est-ce que toi, en fait, aujourd'hui, justement, par rapport aux exercices que tu as pu faire avec les boîtes, tu fais cette différenciation entre le contenu qui va être pour tel type de cycle de vente, moi ce que j'appelle le cycle de vente, la partie chaude, qui est le premier R1, le R2, etc. Et justement toute cette partie où le champion, où les différents interlocuteurs vont être amenés à discuter. Je vais donner d'autres data pour que ça puisse rentrer dans la tête de l'audience. Il se trouve que globalement, aujourd'hui, pour une boîte, pour closer une boîte, il faut à peu près 30 à 40 touchpoints. Et je pense que vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être les sales qui font ces touchpoints eux-mêmes. Donc du coup, est-ce que tu as cette différenciation en termes de type de contenu et pour quelle étape?
Complètement. Et en fait, c'est aussi de plus en plus toute la partie nurturing intéresse de plus en plus à cette partie marketing. Comment Ouais. est-ce qu'on occupe les fameux prospects? Comment est-ce qu'on fait pour toujours rester top of the mind? C'est typiquement, même aujourd'hui, sur les missions marketing que je vais signer, sur la partie média, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles les équipes vont venir me voir. C'est pour du contenu de nurturing, très très souvent. Et de comment est-ce qu'on démultiplie ces touchpoints. C'est pour ça que nous, au départ, on faisait du podcast, décliné après en Reels, décliné sur du LinkedIn, du newsletter et tout le reste, parce qu'on va démultiplier tous les touchpoints possibles avec le prospect. Donc la même chose se pose ici, où en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'avec l'IA aujourd'hui, on a parlé des métadonnées, mais on peut aussi catégoriser du coup de mieux en mieux les différents prospects auxquels on fait face. Je suis encore étonnée quand aujourd'hui je tombe sur des équipes market vraiment dans des SaaS où il faut absolument vendre à fond, où en fait les contenus de côté du marketing ne sont pas segmentés. Et alors qu'en fait aujourd'hui c'est là où ça devient plus intéressant parce que du coup on peut segmenter au mieux les personas auxquels on fait face côté sales. On peut dire, voilà, sur ces personas-là, on est très chaud, c'est pas grave, on a juste besoin de documents d'objection. Donc là, on va basculer sur des cas clients, sur des playbooks, sur des choses qui sont très très concrètes. Par contre, sur ce type de persona-là, on a ces segments-là qu'il faut absolument nourrir en contenu en permanence, par de la newsletter, par des bootcamps d'email, par pas mal de contenu annexe, par des events aussi, beaucoup. Et c'est là, en fait, on peut repareil créer des liens avec de l'IA, où on peut se dire, par de la métadonnée, je caractérise ce lead comme un lead froid, on a besoin de le nurturer sur X temps, on le voit, par contre, on sait qu'il est basé en région parisienne, et du coup, l'équipe marketing, quand elle a besoin d'organiser son événement, nous, on le vit même au sein de Spicy Lemon aujourd'hui, j'ai besoin de faire un event, on a des leads froids, on sait qu'on aura besoin encore de 3, 4, 5 mois pour les convaincre, eh bien, comme ils sont catégorisés et que je peux facilement les retrouver, je pourrais ensuite les inviter à mon prochain event. Et donc, moi, tout ce qui me suffirait de dire, c'est dans le CRM, quels sont les leads qui seraient les plus intéressants, qu'il faudrait que j'invite à ce prochain event. Et maintenant, est-ce que tu peux leur drafter un mail qui est déjà, en fait, basé sur l'ensemble des échanges qu'on a eu avec eux. Merci, Lia. Pour que mon approche soit pertinente et pour qu'à partir de là, on puisse les réembarquer dans un cycle de conviction pour réussir à les convertir. Donc, c'est là où ça devient aussi intéressant. On repart, on peut analyser beaucoup plus de data, on peut personnaliser beaucoup plus l'approche et on peut surtout personnaliser cette phase de nurturing parce que si on commence à leur envoyer du contenu qui est un peu similaire à tout le monde, qui est pas du tout segmenté, je trouve que ça sert strictement à rien. En revanche, mais on peut beaucoup plus le personnaliser aujourd'hui en fonction de leurs besoins. Ok, justement, est-ce que par exemple dans tout ce travail-là, en fait, de cibler spécifiquement les boîtes avec du contenu, est-ce que ça te permet de pouvoir parfois dire, en fait, cette boîte, on va ralentir en fait le type de contenu, en tout cas la fréquence de contenu qu'on va lui envoyer. Au contraire, on va l'augmenter, ce qui n'était pas forcément le cas avant ça, parce qu'avant, on mettait tout le monde dans une newsletter et allez hop, peu importe que tu sois une boîte, voilà. Est-ce que tu as des indicateurs qui vont jusque là sur en fait temporiser le nombre de contenus que tu vas envoyer en fonction. Ce qui est incroyable une fois de plus avec l'IA, c'est l'analyse de data. Je reviens de plus là-dessus. Où en fait, aujourd'hui, on arrive à analyser des signaux faibles qu'on ne pouvait pas du tout analyser auparavant. Et c'est quelque chose qui, moi, me frustrait aussi énormément. Je donne un exemple très concret. C'est LinkedIn, par exemple. Avant, c'était impossible de traquer sur les posts de tous les thought leadership de l'entreprise, plus de la page de l'entreprise, plus comparer ça à une newsletter, quelles sont les personnes qui ouvrent les contenus qu'on leur envoie, qui commentent quoi, qui like quel type de contenu. Aujourd'hui, on peut scraper toutes les réactions et à partir de là, on peut assez facilement voir quelles sont les personnes, en fait, des signaux faibles. On n'aurait pas forcément remarqué que cette personne, elle avait commenté 6 posts sur les 5 derniers mois. Donc peut-être que même si elle n'est pas en train de me répondre qu'elle est motivée par le produit, elle continue ensuite à consommer tout le type de contenu qu'on produit pour elle. En revanche, cette personne, elle s'est désabonnée du compte. Et du coup, peut-être qu'il y a un autre signal qu'on peut récupérer à partir de là. Donc en fait, aujourd'hui, on est capable d'une part, de récupérer beaucoup plus de données par canal, et d'autre part, de croiser beaucoup plus facilement toutes ces données entre tous les canaux. Et troisièmement, comme on disait tout à l'heure, de comparer toutes ces datas en plus avec les datas qu'ont les sales. Et du coup, avec tout ça, on arrive finalement par avoir un ciblage qui est beaucoup plus précis que tout ce qu'on peut avoir auparavant, surtout sur les équipes plus petites qui n'ont pas une grosse équipe data qui est capable de faire tout ce travail-là. Je rajoute ce biais aussi quand même ici. Et en fait, à partir de là, de réussir à dire, ok, en fait, peut-être que sur ce segment, il faut qu'on arrête parce qu'on n'a quasi pas de résultats. En revanche, sur ce segment-là, on a un super taux d'ouverture. On voit que tous ces prospects réagissent aussi à nos contenus sur les réseaux sociaux. On voit en plus que quand on fait un event, ils viennent tous en masse. Donc, il faut absolument qu'on capitalise sur ce type de segment-là. Donc, en fait, c'est là où ça devient assez intéressant.
Et petit détail que j'aimerais juste rajouter, que je trouve assez important, c'est aussi, aujourd'hui avec un LLM, c'est beaucoup plus facile de catégoriser la donnée. J'explique juste très simplement. En fait, on peut créer des agents dans l'unique rôle et de venir récupérer les données auprès des marketing et des équipes marketing et auprès des équipes de sales. Donc, moi, en tant que marketing, j'ai fini mon dîner. J'ai pu parler avec pas mal de personnes lors de mon dîner. Ça, c'est une information avant qu'on pouvait pas capter, qu'on pouvait pas enregistrer. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui vont avoir leurs petits outils, leurs devices pour venir tout enregistrer pendant toutes les discussions. Ça marche aussi. Mais en fait, on peut se faire un trigger et c'est quelque chose que moi, je me suis fait. J'ai un agent qui se déclenche automatiquement tous les vendredis pour venir me poser des questions sur tous les appels ou toutes les discussions que je peux avoir en offline. Ou potentiellement qui va me demander de résumer une discussion que je peux savoir pendant un event. Et moi, je lui donne juste des bullet points qui vont, pareil aussi, venir nourrir cette data de tous ces signaux faibles. Donc, à la fois, on récupère beaucoup plus de données, mais à la fois, on peut aussi capitaliser sur de la donnée qu'on ne pouvait pas du tout récupérer auparavant. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'en croisant tout ça, on est capable de voir aujourd'hui quels sont les prospects vraiment intéressés par le produit, quels sont les segments où vraiment vaut mieux qu'on passe à autre chose, et faire du coup beaucoup plus de tests. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi nous énormément. Donc, je considère qu'aujourd'hui, on peut vraiment se dire, ok, capitalisons tout sur ce segment-là, récupérons auprès de toutes les personnes qui ont interagi avec nos contenus et avec nos équipes sales les prospects qui nous intéressent dans ce segment très spécifique, faisons du contenu pour eux, poussons-le en ads, voyons comment ça fonctionne et est-ce que ça répond bien ou pas. Et ensuite, comparer avec un autre segment. Et parce qu'on va faire un ensemble de comparaisons sur des contenus similaires, on arrivera à voir quelle est la typologie de persona qui interagit le mieux avec ce qu'on crée. Donc, peut-être que c'est sur eux qu'il faudrait d'abord prioriser toute notre démarche sales et commercial. Ok, il y a un truc là du coup ça me fait réagir notamment sur un problème que les sales peuvent avoir et qui peuvent faire péter un peu un câble au marketing. C'est beaucoup d'argent qui est dépensé dans les événements, donc par rapport à ce que tu es en train de me dire, énormément d'argent qui est dépensé dans les événements, dans les salons, et du coup des sales qui en tirent pas forcément grand-chose, ou en tout cas cette matière-là, en fait, toute leur discussion qu'on peut avoir, elle est lâche alors qu'en fait il y a plein de choses qui est dites quoi. Donc là par rapport à ce que tu disais en fait de pouvoir en fait avoir des outils qui peuvent te permettre de retranscrire des discussions que tu avais pu avoir en offline et te target juste après un événement, juste après un salon, envoyer à tous les sales en mode genre voilà, fais-nous un feedback de qui t'as rencontré, des nouveaux segments parfois ou des choses intéressantes qui peuvent forcément encore nourrir la data. Une information qu'en fait on n'avait pas et pourtant l'équipe marketing avait parfois dépensé un bras pour un salon sur lequel il n'y avait pas forcément beaucoup de résultats en tant que closing, mais aussi également en termes d'informations qu'on peut avoir parce qu'un salon c'est vraiment les deux quoi. Ok, on a pas mal de choses. Est-ce que pour finir, tu voudrais bien nous partager sans forcément nous dire le nom un use case du coup d'un client que tu as accompagné, un peu de savoir en fait où il en était en fait quand tu les as rencontrés, est-ce qu'ils avaient déjà testé des trucs au niveau de l'IA ou pas du tout, et en fait justement tout ce que tu es en train de nous dire, qu'est-ce que ça a permis à la fois en termes de résultats mais aussi également on va dire de bonheur et de charge mentale en moins pour les deux équipes. Oui, du coup, je partage l'exemple d'une scale-up sans citer forcément de nom ici, dont justement, c'était l'exemple que j'avais un peu filé pendant l'épisode en prévision de cette question. Notamment, eux, leur problématique principale, c'est qu'ils produisaient énormément de contenu pour les équipes sales. Ces contenus, ils étaient quasi jamais utilisés par les équipes sales. Ils n'avaient pas forcément un suivi de data très pertinent sur qui... En fait, une fois de plus, en fait, il n'y a pas un suivi de data sur le taux de contenu de marketing qui était utilisé dans le cadre des call sales. Mais en revanche, il y avait toujours cette intuition que ces appels n'étaient pas catégorisés. Ils étaient uniquement... Et tous les contenus étaient renseignés sur Slack et dans un Google Sheet. Juste pour vous donner un chiffre, chaque membre de l'équipe marketing passait 30 minutes après avoir créé un contenu à renseigner tout dans le Google Sheet et à faire le petit message Slack pour les sales. Donc c'est d'autant plus frustrant ensuite de savoir que le contenu n'a pas été utilisé. C'est pas une tâche très intéressante, je pense, à ce moment-là. Non, pas du tout. Et de la même manière aussi, pour le coup, les équipes marketing avaient du mal potentiellement à vraiment segmenter les contenus qu'ils sont en train de créer, en partie parce qu'il leur manquait cette information de la part des sales. Et du coup, c'est là, dans ces cadres-là, qu'on a commencé à mettre un ensemble d'agents. Les sales, on avait de la chance avec ce client-là, ils étaient en train d'enregistrer leurs appels. Le client avait la chance aussi de pouvoir utiliser Claude. Oh, c'est une chance énorme parce que, justement encore, c'est pas la même chose pour le coup, les équipes qui sont que sur Copilot ou les équipes qui sont que sur un Mistral. Il y a quand même des outils qui sont aujourd'hui un poil plus simples d'utilisation et d'usage sur ce type de cas d'usage que d'autres. Mais ça a tellement changé que je fais juste un petit aparté pour dire que ça peut aussi changer. Donc du coup, d'ici 2 mois, ça peut être Copilot qui soit au-dessus. Donc
Prenez ça, allez vérifier au moment où vous écoutez Ouais, l'épisode exactement. qu'est-ce qui au top va à ce moment-là, quoi. Je serais Mais ouais. tellement heureuse que Copilot soit au top, ça serait incroyable. Mais du coup, pour le coup, c'était assez facile de réussir à connecter finalement Claude en utilisant des MCP, donc c'est des connecteurs, avec l'ensemble des outils de retranscription des appels sales, ainsi qu'avec l'ensemble du coup des Google Sheets qui étaient déjà créés par les équipes marketing. Du coup, ce qu'on a mis en place côté marketing, forcément, une automatisation, que dès lors qu'un nouveau contenu était créé, il était automatiquement mis dans le Google Sheet avec un message de catégorisation dans le Slack. Forcément, ce message de catégorisation nous permettait déjà de rajouter un ensemble de métadonnées autour des contenus créés par les marketeurs. Donc on pouvait dire, ce contenu, on l'a créé pour telle typologie de prospect, à partir de telle objection, pour tel moment de cycle de vente, préparé par l'équipe marketing. Et quelle est la typologie de ce contenu? Est-ce que c'est un playbook? Est-ce que c'est un cas d'usage? Pas mal de choses là-dessus. Côté sales, on était du coup capable eux, ils étaient capables c'était connecté du coup tout le Google Sheet par MCP à Claude, et du coup dès lors qu'ils finissaient un appel qui était aussi connecté par MCP à leur outil d'appel, ils étaient capables à partir du transcript d'avoir automatiquement, avant même de faire un mail de follow-up, un récap dans le Claude qui leur disait voilà l'ensemble de contenu que vous auriez pu pousser par rapport à l'appel. Et là une fois de plus on fait preuve d'intelligence humaine, où en fait l'objectif du sales c'est pas forcément dire ok j'envoie tous ces contenus là à mon prospect, mais c'est de se dire ok quels sont les contenus que je choisis, pour quelles raisons, pour qu'ensuite la prochaine fois que l'LM lui propose de nouveaux contenus, que ces contenus soient les plus pertinents possibles pour lui. Et ensuite, de cette manière-là aussi, on est capable de catégoriser l'information de combien de contenus sont finalement utilisés par les sales dans le cadre de leurs appels, quels sont les contenus côté marketing qui sont réutilisés, quels sont les contenus qui ne sont pas réutilisés, information qui est aussi extrêmement importante côté Importante, ouais, pour marketing. savoir en fait si la production de contenu apporte. Et en fait, même peut-être, enfin, le rêve suprême de tout le monde, c'est de savoir en fait d'avoir une meilleure information sur l'attribution finalement. Exactement. Ou une meilleure part en fait de l'attribution. Finalement, à la fin, je pense qu'on se rendra compte que c'est moitié sales, moitié marketing. Donc voilà. Mais en tout cas, ça permet en fait de pouvoir justement plus le montrer à la fois aux équipes sales en disant bah non en fait. Le revenu de la boîte ne t'incombe pas trop, même si effectivement ton travail est certes parfois difficile et il se voit plus, mais effectivement sans tout ce travail, cette production, etc. Aujourd'hui ton taux de closing serait à 10% ou à 15% et aujourd'hui il est à 40 quoi. Exemple. Et ce qui permettrait aussi, une fois de plus, quand il y a des sales champions qui utilisent ce type de processus, là, une fois de plus, on partait toujours d'un groupe de 4 sales qui utilisaient la solution. Après, on monte à 6, 8. On fait des petits messages like disant « Ah, c'est incroyable, c'était chouette » pour essayer de convaincre tous les autres. Je fais la même chose sur le call, donc je vois très bien. On monte l'émulation des équipes grâce à Slack. Et en fait, c'est ça derrière on peut aussi venir comparer. Est-ce que finalement, les taux de closing sont meilleurs chez un sales qui va utiliser le contenu des équipes marketing ou PS, un sales qui n'a rien utilisé du tout. Ce qui est aussi une bonne mesure derrière aussi pour essayer d'engager un maximum de personnes, de voir l'effet de ça. L'agent qui manquait ici, qu'on aurait pu rajouter, surtout par rapport à tout ce dont on a parlé maintenant, c'est aussi de rajouter simplement un agent qui, suite au call du sales, permette de dire ok, est-ce que c'est un prospect qui est froid, un prospect très chaud, et si c'est un prospect froid, venir potentiellement remplir un autre Excel, un Airtable ou une base de données quelconque en disant en fait ceux-là on le fait entrer dans telle segmentation et maintenant il faut qu'il soit nurturé par les équipes marketing. Ce qui permet aussi côté marketing du coup de continuer à remplir les boucles de newsletter, tout le reste. Et une fois de plus, ce que je préfère, c'est que tous ces cycles prennent du temps à être construits. On est entre 6 et 9 heures de construction par agent pour que ce soit vraiment très pertinent. Et je pars toujours du principe que ça sert à rien d'essayer de construire l'énorme machine dès le premier mois parce que ensuite, il y a le moindre élément qui casse, tout le monde a la flemme, plus personne ne l'utilise. Il vaut mieux faire des petits flows et on corrige les vrais pain points. Et là, un très gros pain point, c'était que le contenu marketing n'était jamais réutilisé par les sales, plutôt que d'essayer de tout résoudre à la fois. Il y a pas de... Et c'est parce qu'en fait, on aura réussi à résoudre cette première problématique qu'ensuite on se dira qu'est-ce qu'on peut automatiser derrière, comment est-ce qu'on peut aller plus loin et continuer à développer toutes ces démarches-là. Donc ça, c'était assez intéressant. Et côté marketing, on a mis en place plein d'agences sur les transcripts de sales. On avait du coup un agent qui s'appelait FAQ Finder, dont l'unique objectif était de venir trouver des objections côté prospect pour à partir de là venir remplir la fameuse landing page qu'on en a parlé. On a eu un agent qui est extrêmement important pour moi, c'est l'agent qui suggère de nouvelles idées de posts LinkedIn. Tous les dirigeants, quelle que soit la taille d'entreprise, ont besoin de poster. Beaucoup disent toujours qu'ils n'ont aucune idée de sur quoi poster. Pour le coup, l'école sales, c'est une mine d'or de contenu pour venir inspirer les posts des dirigeants. Parce que du coup, on peut dire, voilà les principales objections qu'on entend, voilà comment est-ce qu'on peut s'adresser à tel segment. Et derrière, on peut aussi voir qui interagit avec ces posts. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut venir croiser deux données. La première donnée, c'est l'analyse de plusieurs dirigeants
dirigeants qui visent un secteur similaire pour regarder chez ces dirigeants-là quels sont les contenus qui fonctionnent auprès du persona visé par votre entreprise, pour à partir de là déterminer quels sont les sujets qui font le plus réagir votre persona, et ensuite venir aller chercher ces sujets-là dans les calls des sales, qui eux sont au contact de prospects tous les jours, pour venir à partir de là raconter des belles histoires sur le compte du dirigeant. Et donc on remplissait un backlog Notion d'idées, de posts à partir de ces transcripts, pour ensuite du coup les transformer en posts, ce qui était assez chouette. Troisième chose, c'était forcément les cas clients. Du coup, venir identifier... Ça, c'est vraiment mon truc, mon sujet, ma bataille, parce que c'est insupportable de ne pas avoir de cas clients, les gens. Travailler sur vos cas clients, c'est super dur de closer des deals sans cas clients. C'est vraiment hyper dur. C'est super important. Et en fait, du coup, on peut à la fois essayer d'identifier quels sont les bons prospects clients à contacter par problématique, on peut les contacter par fonctionnalité, on peut les contacter par typologie d'entreprise, et en fait derrière on peut juste, quand on les contacte, on a aussi beaucoup plus de contexte, on est capable de dire ok, on vous parle depuis X mois, on sait que vous avez hésité avec telle solution, est-ce que ça vous va qu'on fasse un appel pour en discuter ensemble? Et du coup l'appel il est beaucoup plus construit aussi, et beaucoup plus nourri par de la data côté marketing, et ça c'est incroyable, et pour moi ça c'est important déjà en premier lieu de venir construire ce type d'agence sur vos transcripts. Et d'ailleurs en plus je complète peut-être pour donner des idées à des boîtes, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu dis là sur la partie use case, aussi un moyen de les construire, c'est des transcripts avec toute l'équipe dont on parle très peu, mais qui sont les équipes CAM, qui ont en fait des transcripts de bilan de clients où ils vont leur dire que c'est formidable, qu'ils ont réussi à faire ça. Et donc cette data-là aussi également, elle permet en fait de construire. Souvent, les gens, ils sont toujours démunis pour nous construire des use cases. Généralement, il faut aller voir du côté des CSM et du côté des Key Account Managers, et pas forcément du côté des BizDev ou des accounts exécutives. Donc ça, en fait, aussi également, c'est une information. Parfois, les sales cherchent à aller voir les CAM. Vas-y, dis-moi, est-ce que ce client, ça a marché? Quel résultat il a eu? Alors que je pense qu'avec des outils comme cela, tu peux avoir toute cette data-là, vraiment de manière précise, avoir les éléments qualitatifs et quantitatifs enfin, quoi. Non, je suis tout à fait alignée. Super important. Et moi, l'autre format que j'aime énormément, c'est les lead magnets. Il y a un client qui a toujours marqué. On a eu un client pendant très longtemps, dont 80% des leads provenaient d'un lead magnet qu'ils avaient créé. C'était un simulateur d'appel téléphonique. Et en fait, quasi toute leur acquisition était basée là-dessus. Et je trouve ça assez important, et on a parlé aussi un tout petit peu au début du call, c'est extrêmement important de réussir à trouver des bons formats de lead magnets qui sont complémentaires aux fonctionnalités que vous avez déjà et qu'on peut justement trouver aussi dans les transcripts. C'est quoi les fonctionnalités qui intéressent le plus? C'est quoi finalement le pain point qui revient souvent? Est-ce que ce pain point il est complémentaire par rapport à d'autres fonctionnalités du SaaS? Et du coup, go peut-être créer un petit outil, sachant qu'aujourd'hui avec Lovable, c'est extrêmement facile de créer des lead magnets incroyables. Et à partir de ça, derrière, de déclencher une belle séquence mailing personnalisée, segmentée, et on peut aussi faire des lead magnets par segment. Faites de la segmentation maintenant, grâce à tout ce qu'on fait avec l'IA, c'est assez incroyable. Donc voilà, globalement ce qu'on avait construit, et une problématique qu'on n'avait pas adressée et que je vois très souvent chez des clients actuellement, et j'aimerais bien juste comme la mentionner aussi, c'est le désalignement entre le playbook sales et la strat aussi marketing. Et ça, là-dessus aussi, je trouve que l'IA aide beaucoup, parce que du coup, pareil, on peut créer juste un trigger qui va remettre à jour l'ensemble des playbooks en fonction des stratégies et des discussions de chacun, et on arrêtera d'avoir des documents qui sont complètement pas alignés parce que personne n'a pris le temps de le faire. Et ça, pareil, on peut le faire en se fondant sur les transcripts d'appels de strat en interne pour le coup de l'entreprise, ou de même juste envoyer des questions. En fait, là, on peut juste demander, pose-moi un maximum de questions sur l'évolution de ma stratégie sur ce mois-ci, ou sur ce qu'il faudrait mettre à jour dans le Sales Playbook. On le met à jour en discutant juste avec le LLM, et ensuite chacun se le valide, et c'est fini. Donc en fait, on peut aussi beaucoup plus faciliter ce type de travail d'alignement, parce que c'est souvent aussi un gros problème que je vois dans les entreprises. Complètement, et surtout sur le sujet parce que les boîtes sont amenées de plus en plus avec la concurrence, l'IA qui challenge un certain nombre de boîtes, des agences, des SaaS. Donc du coup, forcément, il y a des messaging qui sont amenés à être bossés par l'équipe marketing. Et donc ton pitch, parfois, il a même pas un an de vie. Il faut qu'il change peut-être parfois tous les 4 mois. Et donc tu as raison sur le fait que on a vu beaucoup de boîtes rester sur les mêmes pitchs ou bien sur les mêmes séquences d'emails si c'est pas un RevOps qui le fait. Et pas forcément prendre en compte le nouveau messaging ou le nouveau positionnement de la boîte, où parfois ça met 2 ans et ça y est, le positionnement il est déjà en fin de vie. Donc effectivement. Ok, dernière question. T'as un peu répondu déjà, mais une boîte qui voudrait commencer là maintenant à se servir justement de l'IA pour mieux aligner ses équipes, tu la ferais commencer par quoi? Déjà, structurez votre data.
Ça va dans Ok. tous les cas être l'enjeu de demain. C'est pas l'usage du LLM, c'est pas si vous êtes sur ChatGPT, Copilote, Claude. Non, ça on s'en fiche. C'est où est votre donnée et est-ce qu'elle est centralisée et est-ce qu'elle est exploitable et est-ce qu'elle est propre. Ça, c'est le plus important. Et quels que soient vos objectifs en termes d'IA, commencez à faire ça. Et vous aurez déjà une très grosse longueur d'avance. Et après, c'est commencer à mettre en place au moins peut-être un agent côté sales, un agent côté marketing, pour juste voir comment on interagit ensemble et comment est-ce qu'on arrive à exploiter la donnée des sales côté marketing, la donnée marketing côté sales, avec un agent qui est branché sur la donnée. Mais la première chose, vous pourrez rien faire des deux côtés si votre donnée n'est pas propre et n'est pas centralisée. Et je le vois beaucoup chez des clients. J'ai des clients qui arrivent et qui me disent ah bah nous, nos données sont sur 8 outils différents. Je dis, oui, bah, enfin, au bout d'un moment, on pourra rien faire du coup dessus. Et alors que d'autres qui me disent bah non, nous, depuis le début, tout est archi centralisé, tout est mis à jour. Mettez tout à jour, catégorisez les choses, rajoutez des métadonnées et passez vraiment un maximum de temps à faire ça avant de faire tout le reste. Ok, bah extrêmement clair. Merci beaucoup, Anna. Où on peut te retrouver si on a envie de discuter avec toi et réagir à ce que tu viens de nous dire? Oui, bah du coup sur LinkedIn, je suis assez réactive. Vous pouvez venir voir Anna Logacheva. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Vraiment, moi, ça me dérange jamais d'aider et de brainstormer. J'ai aussi aucun mal à partager des prompts, des idées, parce qu'en tous les cas, enfin, un prompt, c'est rien. Et on est Mm. tous dans la même galère face à l'IA, donc je préfère être très transparente et qu'on partage tout, plutôt que garder des choses pour moi. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie de mettre des choses en place, si vous savez pas comment vous y prendre, avec plaisir pour vous aider, vous débloquer et répondre à des questions. Eh ben écoute, super sympa. Merci énormément. Écoute, je te Merci souhaite Laetitia. beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans ta course là de l'IA. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, à Toi plus. aussi, à bientôt. Ciao.